Est-ce que Fabien Santini est disponible à distance? Fabien, je rappelle, de la Direction générale de l'agriculture au sein de la Commission européenne et qui, lui, va nous présenter les impacts des crises sur les productions agricoles et les risques sur la sécurité alimentaire. Bonjour. Bonjour. Et, Bonjour Fabien. bonjour et désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce matin, mais la technique nous permet de résoudre ceci et me permet de vous parler. Je suis donc Fabien Santini, je travaille à la DG Agriculture et Développement Rural de la Commission européenne dans l'unité qui s'appelle la gouvernance des marchés agroalimentaires, qui est l'unité horizontale des marchés et qui s'est saisie pour la DG Agriculture du suivi des marchés des engrais dans l'Union européenne, eu égard à son importance pour la viabilité économique des exploitations agricoles en Europe. Je vais donc directement entrer dans le sujet et vous proposer de passer à la première slide. Comme Armel vient de le dire, nous venons de traverser un épisode assez tumultueux du marché des engrais, mais pas seulement du marché des engrais, du marché de l'énergie et des marchés agricoles par conséquent. Vous le savez, souvent les marchés agricoles sont connectés d'une manière plus ou moins retardée ou non avec les marchés de l'énergie. Et justement, les engrais sont un des liens entre l'évolution des marchés énergétiques et des marchés agricoles. Et là, comme Amel vient de le dire, on a subi à partir de la fin 2021, c'est-à-dire avant même le conflit en Ukraine, on a subi une augmentation du coût de l'énergie, à la fois due à l'atterrissage post-Covid, la reprise peut-être plus forte que prévu de l'activité économique à la fin du Covid, des problèmes particuliers en Europe des énergies renouvelables lors de l'été 2021 et sans doute également comment appeler ça, une gestion des flux de gaz en provenance de Russie déjà à la fin de l'année 2021 qui ont alimenté, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, une augmentation sans précédent et d'une proportion étonnante des prix du gaz, des prix du gaz de gros aux Pays-Bas, qui se sont répercutés sur les prix des engrais azotés en Europe. C'est la courbe bleue, vous voyez, on a quand on faisait des briefings pour notre commissaire fin 2021 et pendant l'année 2022, jusqu'à la fin de l'année 2022, on ne savait plus quel était le coefficient multiplicateur qu'on devait annoncer pour frapper les esprits. Parlait-on d'un x4, d'un x6, d'un x10 des prix? C'était toujours assez difficile de dire. Il s'agit là des prix à droite, des prix à l'intérieur de l'Union européenne. Ils sont en général un peu plus élevés. Ils ont réagi plus fortement que ce que Armel a présenté sur les marchés internationaux parce que l'Union européenne est dans une situation d'importateur net de l'ensemble des nutriments. Donc vous voyez que les prix des engrais azotés ont atteint des niveaux extraordinaires. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs ont acheté à ces niveaux-là, car beaucoup des contrats avaient été passés longtemps avant l'augmentation de ces prix et lorsque les prix se sont trouvés très élevés, il y a eu des hésitations. Alors certaines coopératives, certains acheteurs se sont trouvés achetés à des niveaux très élevés, d'autres ont peut-être réussi un peu plus habilement échapper aux prix les plus élevés, notamment en étalant les quantités. Et si on regarde en fait l'indice des prix d'achat des engrais, qui est un indice statistique publié par Eurostat, on n'a pas ce x4, x6, on est plutôt de l'ordre de x3 dans le coût vraisemblablement, ce qui est déjà énorme, exposé par les agriculteurs. Vous voyez également que les prix du phosphate et de la potasse ont augmenté. Armel l'a cité, sanctions avec la Biélorussie avant même le conflit avec l'Ukraine. À la suite de, vous vous rappelez sans doute, cette interruption, ce détournement d'un avion de Ryanair pour arrêter un opposant en Biélorussie. Et bien entendu l'impact de la guerre, hein, puisque la Russie et la Biélorussie étaient des fournisseurs essentiels de potasse et de phosphate dans l'Union européenne. Et bon, en ce qui concerne la potasse, donc il y a des sanctions
vis-à-vis de la Biélorussie et un plafonnement des importations en provenance de Russie pour éviter que les autorités, les commerçants biélorusses détournent leurs sanctions en passant par la Russie. À part ceci, les engrais ne sont pas couverts par les sanctions vis-à-vis des dérivants du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les engrais, comme les produits agricoles, échappent à ce régime de sanctions, en tout cas en ce qui concerne les produits. On peut passer à la slide suivante. Une des raisons qui explique cette augmentation plus forte du prix des engrais dans l'Union européenne que sur le marché mondial, c'est que le niveau de production au sein de l'Europe a fortement chuté, et chaque fois que le prix du gaz a augmenté ou a bougé, on a pu constater sur cet indice mensuel de la production en volume des engrais et composés azotés dans l'Union européenne, enfin dans l'Union européenne à 20, c'est-à-dire la zone euro, mais bon, c'est quand même un indice fiable. On voit que en septembre 2021, lorsque le prix du gaz a commencé à augmenter, puis en août 2022, lorsqu'il a véritablement atteint des sommets, on a à chaque fois des baisses de 20, 30, 40% de la production globale d'engrais et de composés azotés. Tout est mélangé dans l'Union européenne par rapport à la base. Donc les producteurs d'engrais, et Antoine sans doute reviendra là-dessus, ont fermé leurs installations pour éviter de produire à perte et s'adapter à la quantité. On voit aussi que notamment depuis mai, juin, juillet dernier, le niveau de production est revenu à pas très loin du niveau historique moyen. Et on va revenir là-dessus. Une chose importante à signaler, c'est que décembre 2022 puis avril-mai 2023, vous avez aussi deux chutes de la production européenne qui ne sont pas forcément liées à l'évolution du prix du gaz et qui sont plutôt liées à ce qui est montré dans la slide suivante. La slide suivante qui reprend quelles ont été les importations d'engrais azotés de l'Union européenne. Et vous voyez que à la suite des fermetures de sites de production à l'été 2022, puis d'autres mesures sur lesquelles je reviendrai plus tard, les importations d'engrais azotés ont énormément augmenté au second semestre 2022 et sont restées très élevées également au premier semestre 2023 pour compenser finalement la baisse de production européenne et le fait que les prix européens restaient beaucoup plus élevés que les prix mondiaux. Donc il y a eu une espèce d'appel d'air, de quantité assez importante d'engrais azotés qui vont de pair un peu avec la stratégie de certains industriels qu'on a vu dans la slide suivante de fermer leurs industries. Donc vous voyez qu'il y a eu des espèces de chocs en cascade sur les marchés européens au cours de l'année 2022, début de l'année 2023. On est maintenant, vous voyez, au second semestre 2023 sur une sorte de normalisation à un niveau quand même assez élevé d'importation. Un petit signalement que parmi les importateurs en 2023, enfin les provenances de nos importations européennes d'engrais azotés, la Russie figure toujours parmi les principaux fournisseurs, à peu près un quart de nos importations. C'est-à-dire que contrairement au gaz où la part de la Russie a énormément diminué, le fait qu'il n'y ait pas de sanctions sur les quantités d'importation d'engrais azotés s'est traduit par un maintien de ces quantités en provenance de Russie. En ce qui concerne phosphate et potasse, je ne veux pas vous présenter le graphique, mais au contraire des engrais azotés, les importations ont énormément baissé en engrais phosphatés ou précurseurs et en engrais potassiques ou précurseurs de ces derniers. La slide suivante vous montre justement ce que ça donne en termes de disponibilité. C'est un peu notre rêve à la DG Agri, mais on s'en approche petit à petit, c'est d'avoir une approche en bilan d'approvisionnement qui est un peu l'approche générale du suivi des marchés agricoles, notamment au sein du système AMIS, qui est le système international de monitoring de l'information sur le marché agricole. C'est d'arriver à peu près, et je pense qu'AMIS a à peu près le même souhait, d'arriver à monitorer également les marchés des engrais sous cette forme-là. Et on a essayé de le faire, c'est la première fois qu'on montre ce graphique, c'est à vous, de calculer quelles sont les disponibilités sur le marché européen pour les trois familles de nutriments. En calculant en fonction des données qu'on a sur la production et sur le commerce. Donc les disponibilités, c'est en gros, ça va se résoudre en consommation et plus variation de stock. Et vous voyez
que pour l'azote, cet épisode d'augmentation importante des importations en 2022 s'est traduit par une augmentation des disponibilités. Ici, on est à la fin 2022. Sans doute qu'au cours de l'année 2023, les choses vont diminuer. L'absence de données sur la consommation elle-même, qui est une des faiblesses en général de la formation statistique sur le marché des engrais, ne nous permet pas de savoir qu'est-ce qui va en stock, qu'est-ce qui va en consommation, mais c'est une première indication. Et vous voyez que pour les phosphates, on est resté à peu près stable, mais pour la potasse, il y a une sorte de diminution des disponibilités sur le marché européen que l'on va pouvoir essayer de rapprocher de ce qu'on a appris et entendu en ce qui concerne les utilisations par les agriculteurs, les décisions de production et globalement l'information qu'on avait jusqu'à la fin 2022, on va dire, c'était que globalement les utilisations d'engrais azotés diminuaient d'un ordre de 10-15% au niveau communautaire par rapport à l'année précédente. Mais beaucoup moins pour les engrais azotés que pour les engrais phosphatiques et potassiques, où là, la diminution et des ordres d'idées plus anecdotiques et des rapports d'experts, pas vraiment des statistiques, qui étaient plutôt de l'ordre de 20 à 30%, la diminution de l'utilisation des engrais potassiques et azotés. Ça, c'est des chiffres qui ne sont pas des statistiques, hein, c'est du feeling, donc difficile de savoir si c'est vraiment le cas, c'était à peu près l'idée qu'on en avait. Ce dont on se rend compte en faisant ce calcul de disponibilité et en continuant à discuter, c'est que finalement, la diminution de l'utilisation des engrais azotés dans l'Union européenne a sans doute été moindre que ce qu'on craignait au début et que les agriculteurs, les acheteurs, les vendeurs ont trouvé un moyen de plus ou moins trouver. On s'est amusé, on a commencé à essayer d'évaluer ce que ça voulait dire pour les rendements. On n'a pas encore publié les travaux, mais il y a sans doute un article qui est en préparation et l'ordre d'idée d'une baisse des rendements globaux générés dans l'Union européenne par une diminution de 5% de l'utilisation des engrais azotés, on serait de l'ordre de 0 à 2% selon les cultures de baisse de rendement. Vous voyez, donc c'est quand même une baisse assez limitée si effectivement se traduit. Cette information est bonne que les diminutions de l'utilisation des engrais azotés de l'Union européenne sont de l'ordre de moins 10%, plutôt moins 5%. Ça aurait eu un impact finalement assez modéré sur les engrais, sur les rendements des cultures en Europe. En tout cas, un impact beaucoup plus faible que l'impact par ailleurs de toutes les autres drivers qui vont influencer le rendement des grandes cultures en Europe. Par contre, on constate que, et c'est notamment sur cette disponibilité, et c'est aussi ce qu'on entend, c'est que l'utilisation des engrais phosphatés et potassiques ne reprend pas, et on peut se demander si au bout de ce qu'on appelle les vacances potassiques ou des vacances phosphatiques, je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français, on dit potash holidays ou phosphate holidays en anglais. Est-ce que si on a une troisième année en 2024, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les rendements? Ça, c'est un peu des choses dont on va sans doute devoir discuter par la suite. Devant ce choc, c'est la slide suivante, qu'est-ce qu'a fait la Commission? Donc, je passe un peu plus maintenant la réponse. Donc on peut distinguer deux types de réponses, hein, une réponse court terme, une réponse moyen terme. Je vais faire assez rapide sur le court terme. Ces réponses, elles sont documentées en particulier par deux textes qui sont des communications de la Commission au Parlement et au Conseil, qui résument un peu, c'est-à-dire que c'est pas des actes législatifs qui posent des décisions, des changements de réglementation, mais qui listent toutes les zones dans lesquelles, les zones de l'action publique communautaire, qui peuvent avoir un impact plus ou moins positif et comment elles ont été réorientées chacune dans leur domaine pour répondre au challenge d'abord de sécurité alimentaire. Et la Commission a publié sa communication sur la préservation de la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires fin mars 2022. Vous voyez qu'on a mis moins d'un mois, enfin un mois et un jour entre le déclenchement de l'attaque en Russie et la réponse d'un texte politique assez fort. C'est-à-dire clairement, la Commission s'est saisie du problème très rapidement. Et déjà dans ce texte de mars 2022, la composante engrais est très présente.
Et la Commission a considéré qu'elle devait aller encore plus loin sur le thème des engrais et donc publié une seconde communication en novembre 2022 qui récapitule les actions à court terme et à moyen terme qui sont dans le pipeline en général et les leviers dans l'équipe de l'action communautaire qui permettent d'affronter ce choc sur le marché des engrais. Et là, sur le court terme, c'est clair que c'est pas pour les engrais, mais en général, la Commission a beaucoup agi pour atténuer les prix élevés de l'énergie et ça a nécessairement un impact. Et on a vu que les prix du gaz sont revenus à des niveaux beaucoup plus élevés que par le passé, certes, mais gérables, gérables pour les industriels en Europe et les foyers. Et ça a permis globalement de reprendre une activité général, y compris pour les industriels des engrais. Deuxième volet, c'est les soutiens spécifiques, des soutiens financiers, essentiellement aux agriculteurs. Vous avez plusieurs paquets de soutien, des paquets d'argent communautaire, un paquet exceptionnel de mars 2022 de 500 millions d'euros communautaires, mais que les États membres ont été autorisés à abonder avec de l'argent national sans contrôle des règles de la concurrence. Donc, grosso modo, ce paquet exceptionnel de mars 2022, il se monte à 1,2 milliard. Et un second paquet exceptionnel en juillet 2023 qui est en train de se développer et de s'appliquer, qui est justifié également par l'augmentation des coûts des intrants pour les agriculteurs. Vous avez surtout des cadres temporaires applicables au régime d'aide d'État qui étaient en place pendant le Covid et qui étaient en place pour la crise de l'énergie et qui viennent juste hier d'être renouvelés une nouvelle fois pour 6 mois supplémentaires jusqu'à mi-2024. Ces cadres temporaires de crise, le dernier s'appelle le cadre temporaire de crise et de transition, bénéficient à la fois aux agriculteurs mais aussi aux industriels et les États membres peuvent exceptionnellement dégager des mesures pour permettre de traverser ce choc. Et pour l'agriculture, il y a eu 89 régimes proposés par les États membres dans le cadre du cadre temporaire guerre Ukraine qui est devenu cadre temporaire crise et transition. 89 régimes pour à peu près 9 milliards d'euros d'argent national qui viennent en plus des paquets exceptionnels. Ça représente pour les agriculteurs environ 7-8% de l'argent communautaire de la PAC. Donc on a une vraie prise en compte des caractères exceptionnels de ceci. Et certains de ces régimes sont spécifiques. Ce sont des régimes de soutien aux agriculteurs spécifiquement pour l'achat d'engrais, en particulier le cas en Pologne et en Croatie, où il y a eu cette spécificité. Dans d'autres États membres, c'est noyé dans un ensemble de conditions, mais ça peut aider les agriculteurs pour utiliser les engrais. Dernière mesure de court terme, on a monté un observatoire européen du marché des engrais. C'est un observatoire qui s'inspire de ce qui se fait dans les marchés agricoles, dont l'objectif est un peu de rassurer, de partager des informations pour avoir une vision claire et partagée par tous les acteurs de la chaîne. Et là, on a 13 organisations qui sont présentes, des représentants des agriculteurs, des représentants de l'industrie, des représentants de l'industrie des engrais, de l'industrie de l'alimentaire, de l'industrie des engrais organiques. Qui discutent ensemble sur la base du corpus statistique disponible. Comme vous l'avez vu dans le début, il n'est pas tout à fait complet, donc on va essayer de l'améliorer grâce à l'avis de ces experts et pour pouvoir éclairer à la fois les agriculteurs et les industriels des engrais sur leurs décisions d'investissement et de production, mais aussi le niveau politique dans les États membres et à la Commission pour pouvoir réagir à ces crises. Sur le moyen terme, c'est le deuxième type d'axe. Sur le moyen terme, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'inscrit sur la slide suivante. On s'inscrit clairement dans la stratégie de la ferme à la table et avec un des objectifs de cette stratégie de la ferme à la table et du pacte vert européen qui concerne explicitement les nutriments, c'est la réduction de 50% des pertes de nutriments qui devrait se traduire par une réduction de 20% de l'utilisation des engrais. Il y a beaucoup de débats sur le pacte vert et sa relation avec la sécurité alimentaire. Là, en l'occurrence, on a un objectif chiffré qui est assez consensuel parce qu'il permet, en fait, c'est un des seuls objectifs de l'ensemble de la table où il n'y a pas de trade-off, de contradiction avec la sécurité alimentaire. C'est plutôt du gagnant-gagnant. Cet objectif et donc il est notamment pas considéré comme pouvant avoir le moindre effet inflationniste mais plutôt au contraire de permettre à tout le monde de gagner. Trois volets essentiels pour aboutir à cette
cet objectif. Le premier, c'est la réduction de l'utilisation des nutriments dans l'agriculture. Alors, c'est le soutien dans tous les plans stratégiques nationaux de PAC aux mesures qui permettent aux pratiques agronomiques et à toutes les mesures de gestion des nutriments. Globalement, vous savez sans doute que la PAC est passée dans un concept de résultats. Donc on suit quels sont les objectifs de résultats des indicateurs de résultats proposés par les États membres pour l'application de la PAC jusqu'en 2027. Il y a deux objectifs qui concernent les nutriments. Un, la santé des sols. La santé des sols, la protection des sols, c'est 47% de la surface agricole est couverte par des mesures qui visent à améliorer la santé des sols dans la nouvelle PAC, dans les 27 États membres. Un deuxième indicateur de résultat, c'est quelle surface agricole est couverte par des interventions qui visent spécifiquement à mieux gérer les nutriments. Et là, on est à 15,2% de la surface agricole. Et dans certains États membres, on dépasse 40% de ceci. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les 28 plans stratégiques nationaux, parce qu'il y a 28 plans stratégiques nationaux pour 27 États membres, car vous savez sans doute que la Belgique a 2 plans stratégiques, dans ces 28 plans stratégiques, il y a des mesures et des interventions offertes aux agriculteurs pour mieux gérer les nutriments. On compte 58 éco-régimes et 64 mesures agroclimatiques. Fabien, il ne faudra pas tous nous les détailler parce qu'il serait bon d'atterrir maintenant. Non, je ne vais pas tous vous les détailler. Merci. Je vais faire vite. Et ça, là, dans la PAC, je vous épargne en plus d'autres mesures qui peuvent avoir un impact sur la meilleure gestion du nutriment, le développement de l'agriculture biologique, les rotations culturales et toute la place des légumineuses et le boost aux places des légumineuses, notamment une stratégie protéines qui sera publiée au premier trimestre 2024 par la Commission pour encore progresser. Deuxième volet, c'est le recyclage des nutriments. C'est l'avant-dernière slide pour vous rassurer. C'est le recyclage des nutriments, favoriser un peu le remplacement des engrais minéraux par les engrais organiques. Premier volet important, c'est le soutien à la création d'un vrai marché unique de ces engrais organiques pour favoriser la capacité d'échanger ces produits qui restent souvent dans un domaine assez local. Donc c'est le règlement des produits fertilisants qui est entré en vigueur en juillet dernier et toutes ces dispositions qui visent à favoriser ceci. Dans les plans stratégiques nationaux que j'ai cités, il y a également, au moins dans la moitié d'entre eux, il y a des mesures spécifiques qui visent à favoriser le remplacement des engrais minéraux par des engrais organiques. Un des sujets qui a été longuement discuté de manière vive, c'est la possibilité de mieux utiliser les effluents animaux et notamment ce qu'on appelle le produit rainure dans le cadre de la directive nitrate. Cette directive nitrate va être réévaluée cette année et donc on va avoir un débat sur comment encore améliorer la conception de la directive nitrate pour favoriser une utilisation meilleure et un meilleur recyclage de ces nutriments. Dernier point de discussion et d'évaluation, de travail qui n'est pas encore finalisé, c'est comment réussir à augmenter l'utilisation des nutriments qui se trouvent dans les eaux usées. Bon, là, c'est un thème complexe, mais nos collègues de la DG Environnement travaillent là-dessus. Et le dernier point important dans ces mesures de moyen terme, c'est comment favoriser la transition de l'industrie elle-même, de l'industrie des engrais. Alors je vais aller très très vite parce que c'est moins le domaine de la DG Agriculture, plus le domaine de la DG Croissance, enfin DG Gros ou d'autres DG plus industriels, mais de la DG Énergie. Mais il y a 3 axes, c'est renforcer l'ammoniac vert et les engrais azotés produits à partir d'énergie bas carbone. Le deuxième sujet que je placé ici, mais j'aurais pu le placer avant, c'est la stratégie de développement du biogaz en général, qui est une stratégie à l'intérieur de la stratégie REPowerEU, de la stratégie énergétique, mais également présente dans la PAC. La stratégie biogaz, ça permet d'avoir du gaz, donc de pouvoir aussi continuer à faire des engrais azotés à bas carbone, mais aussi d'avoir des résidus qui sont réutilisables dans le cadre des engrais organiques. Enfin, le dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est l'entrée en vigueur l'entrée en vigueur dès aujourd'hui du texte sur la taxe d'ajustement carbone aux frontières qui s'applique aux engrais et qui va s'appliquer à partir de 2026 d'une manière de suivi statistique, mais sur laquelle on commence donc à avoir cette mesure qui est censée compenser le fait que les industriels en Europe font des efforts pour le climat et que ça ne doit pas
être affaiblis par des importations qui ne feraient pas ce genre d'effort. Je m'arrête là, car j'ai déjà dépassé mon temps, mais je reste ici avec vous pour le débat. Merci Fabien. Antoine Oxa, directeur général de Fertilizer Europe, lui qui va nous présenter les leviers technologiques pour une relocalisation et décarbonation de la production des matières fertilisantes.